Hey, salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Continuous Integration, donc CI comme on dit, et on va voir comment moi je mets en place autour de Docker. Voilà, je vais vous montrer ça dans cette vidéo. Ça va être avec du .NET, ça va être avec des rapports de test, des rapports d'inspection de code, etc. Donc regardez bien la vidéo jusqu'au bout et à la fin de la vidéo, je vous dirai évidemment pourquoi moi je mets en place ce type de CI. Donc, bienvenue, si tu ne me connais pas, moi c'est Vincent. Regarde bien cette vidéo, c'est aussi bien pour les expérimentés que pour les juniors. Si tu es vraiment débutant, ça va vraiment t'intéresser. On va partir tout de suite dans VS Code. Donc, je vais vous montrer une solution en .NET. On va commencer par regarder très rapidement le code. C'est pas forcément ce qui va nous intéresser le plus. Je vais vous lancer rapidement l'application. Pardon, projet, et moi je mets souvent les projets dans source, dans SRC. Il n'y a pas de forte convention en .NET, mais je reprends un petit peu ce qu'on voit du classique. SRC avec les projets qui vont être déployés, les sources vraiment de l'application. Test, c'est là où je vais retrouver tous les tests. Et après, c'est les dossiers qu'on verra un petit peu plus tard. Alors, hop, ça va s'ouvrir. Donc en fait, l'appli est toute bête. Ça va me dire si l'année c'est une leap year ou pas. Voilà, 2020, c'en est une. Donc voilà, une application toute bête. Ce qui est intéressant dans le code, c'est qu'ici je suis en .NET 6, donc Preview, enfin RC maintenant. Et j'utilise vraiment du code minimaliste. Voilà, ici vous avez quasiment l'intégralité du code. On voit que maintenant il n'y a plus de main. On n'est plus obligé de faire de main, il n'y a même pas de classe. Donc c'est vraiment juste des fonctions, des appels de fonctions, et ça va me permettre de créer une petite API très rapidement. L'API, elle est ici, tout est ici, et en fait tout le reste c'est quasiment que pour Swagger. Dans l'API, ce que je fais, c'est que j'utilise des méthodes d'extension qui sont déclarées dans l'autre fichier ici. Mais c'est pas ce qui nous intéresse ici. Ensuite, j'ai des tests. Donc quelques tests pour tester la méthode d'extension. Pas plus, je ne teste pas l'API, je teste uniquement la méthode d'extension. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, à savoir comment je compile tout ça. Donc moi, je fais tout à travers un Dockerfile qui est multistage. Ça veut dire qu'on a plusieurs images, on va retrouver plusieurs fois le mot-clé from. Ici, 2 fois, j'ai une image avec le SDK que j'utilise pour faire la compilation, les tests et le publish. Et la publication, elle va être copiée dans une autre image qui ne contient que le runtime, pas le SDK, que le runtime, et d'ailleurs qui est une Alpine. Alpine, c'est une distribution Linux qui est plus petite, qui est la plus petite pratiquement, en tout cas la plus petite pour faire tourner des applications diverses. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans ce fichier Docker. Première chose, moi ce que je fais, c'est que j'aime bien passer le numéro de version de mon assembly en argument. Donc quand je vais faire un Docker build, je vais pouvoir préciser un argument qui sera le numéro de version. Ce numéro de version, je vais l'injecter dans l'assembly.NET. Ce numéro de version, je vais utiliser le même pour le tag du Docker en général. Ça me permet d'être synchronisé et je sais que si je déploie telle version de mon image Docker, j'aurai telle version de l'assembly. Alors, on commence par faire quoi? C'est du classique .NET, je copie la solution, je copie les fichiers de projet et le fichier config qui contient la configuration des outils .NET Tool. Donc c'est des outils, des exécutables que vous avez à côté et qui vont vous servir. Et qui eux aussi sont basés sur NuGet, donc vous les restaurez quasiment de la même façon. Hop, donc je copie tout ça. Pourquoi je ne copie pas l'intégralité? Parce qu'on va vouloir utiliser le système de cache de Docker. Si ces fichiers-là n'ont pas changé, je vais directement réutiliser le cache. Ça va me faire gagner un petit peu de temps, y compris sur le restore qui est juste derrière. Donc le restore, ça va aller télécharger tous les packages sur Internet. Et .NET Tool Restore, pareil, ça va aller télécharger tous les tools. Ensuite, je copie tout le reste, sauf évidemment ce qui est
dans le fichier docker ignore. Surtout n'oubliez pas de mettre des docker ignore. J'ai pas envie de copier tous les bins, les objets et même les artefacts, peut-être même d'autres rapports de test, etc. Donc n'oubliez pas de faire ce fichier. Et je vais lancer une compilation. Donc là, je lance une compilation et je précise que je veux être en release et surtout que je ne veux pas faire le restore puisque le restore a déjà été fait. Ensuite, je vais lancer les tests. Donc là, commande un petit peu plus compliquée. Je vais utiliser .NET Test et ça va me faire en plus le coverage. Comment ça fonctionne? Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai inclus une librairie qui s'appelle Coverlet et qui va faire l'analyse de mes tests, l'analyse de couverture. Et donc ça va collecter tout ça dans un fichier XML. Il y a plusieurs formats de fichiers. Si vous ne connaissez pas les différents formats, je vous invite un petit peu à regarder sur internet. Mais ici, moi, je vais utiliser un format qui est Kubertura. C'est un format qui vient du Java principalement. Et je vais aussi créer un rapport au format JUnit, qui est aussi un format qui vient de Java. Alors, pourquoi je crée ces fichiers? La couverture, vous allez voir qu'on va en générer un rapport, mais le JUnit, c'est un rapport qui me dit les tests, ils sont passés ou pas. Et ce fichier, au boulot, j'utilise GitLab et on peut utiliser ce fichier directement dans GitLab, dire GitLab, tiens, voilà le fichier JUnit, et GitLab va directement afficher, ok, le rapport de test, et ça, tel test a été joué en tant de temps, et il est passé ou il a échoué. Ensuite, une fois que j'ai généré mes fichiers XML, je vais créer un rapport avec cette commande, donc qui est un outil, rapport générateur. J'utilise mon fichier XML en entrée et je génère du HTML, donc ça va me générer plusieurs fichiers avec des images, etc. Je vous ferai la démo juste après. Ensuite, je lance une analyse avec ReSharper. Donc peu de gens le savent, mais chez JetBrains, vous avez des outils ReSharper CLI qui sont complètement gratuits, que vous pouvez télécharger. Et ici, je les télécharge en .NET Tool. Si on reprend le fichier de config ici, voilà, ça c'est le package que j'ai installé. Et la commande que je vais lancer, c'est JB. Et c'est bien la commande qu'on retrouve ici. Derrière, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez faire une inspection de code. Donc là, ça va faire pas mal de traitements sur pas mal de types de fichiers, CSS, JS, C#, F#, Java, etc. J'en passe. Je reprécise que je ne veux pas recompiler parce que l'outil par défaut va relancer une compilation, mais là je veux éviter de perdre encore plus de temps. Et il y a une deuxième commande qui est DupeFinder, qui est très utile par exemple si vous faites du JavaScript, je trouve, mais aussi sur C# et autres. En tout cas dans cette solution ça ne sera pas le cas, mais c'est pour trouver des morceaux de code qui sont dupliqués dans votre solution, dans votre repository. Donc sur des grosses solutions, c'est très intéressant de jouer cet outil pour essayer de faire du refactoring et de minimiser la duplication et le copier-coller qui peut se balader un petit peu partout. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'utilise une commande qui est .NET FSI. FSI, c'est le F# interactif, donc vous allez pouvoir, c'est la REPL F#, vous allez pouvoir taper du code F#, mais vous pouvez aussi exécuter des scripts FSX qui sont écrits en F#. Et j'ai créé un petit FSX qui va prendre le fichier XML et appliquer une transformation dessus pour en générer un fichier HTML. Comment ça marche? C'est vraiment tout bête. Je me base sur le code de .NET. Donc ça, c'est la lecture des différents arguments et des fichiers que je veux lire et créer. Et en 4 lignes de code, c'est fait. On crée un XLS transform, pardon. On load le fichier de transformation, on load l'input et on écrit dans l'output. Voilà. C'est vraiment très bête et du coup j'exécute ça en une ligne ici pour générer un rapport que je vais vous montrer juste après. Donc j'en ai un pour inspect code et j'en ai un pour les duplicateurs. Ensuite ça c'est un fichier que j'ai créé qui me sert d'index, donc de page d'accueil pour aller sur les différents rapports et naviguer. Je publie l'application, donc je crée vraiment l'application finale. Publier, c'est pas juste compiler, c'est préparer l'application pour être déployée sur un serveur. Et c'est là que je vais taguer avec mon numéro de version.
Et enfin, ce publish qui est dans le répertoire out, je vais le copier ici sur mon image finale qui utilise uniquement le runtime, et je vais aussi copier tous les artefacts, donc tous les rapports HTML, XML que j'ai générés. Vous n'êtes pas obligé de le faire ici, je l'ai fait ici parce que c'est plus simple pour l'exemple. Voilà, donc je me retrouve avec une image au final qui est toute petite, qui contient l'application publiée et les artefacts, les rapports, etc. Ok, c'est bien joli tout ça, c'est très simple. Ensuite, ce qu'il faut, c'est lancer tout ça sur un CI. Et aujourd'hui, je vais vous montrer avec GitHub, puisque tout le monde y a accès, c'est très simple. Comment ça fonctionne? Vous créez un fichier YAML dans le dossier github.github/workflow. Vous pouvez créer plusieurs workflows qui vont être lancés à des moments complètement différents. Ici, c'est le plus simple, c'est dès qu'il y a un push sur la branche main. Donc main, c'est le nouveau nom de master. Avant, on utilisait master. Maintenant, la convention veut qu'on utilise main comme branche principale. Ensuite, j'ai quelques variables. J'ai le registry. Donc ça, c'est le registry GitHub. C'est là où je vais déposer mon image Docker. Et ça va être le nom de mon image Docker. J'ai pas fait, ici, j'ai simplifié, j'ai pas utilisé le versionning. Évidemment, vous pouvez très facilement utiliser le versionning et remplacer l'attest par le numéro de version du job qu'on retrouve dans des variables d'environnement aussi. Donc ça tourne sur Ubuntu et on va commencer par faire un checkout, donc un checkout de votre code. Je ne l'ai pas dit, mais évidemment ce code est sur Git. Ensuite, j'utilise un GitHub Action qui setup buildx, donc c'est un outil qui ramène un petit peu plus de fonctionnalités que le simple Docker build. Ici, je l'utilise pas spécialement, mais voilà, ça permet de setuper en 2 lignes. Ensuite, je me log sur la registrie GitHub, donc ça, c'est très facile. Hop, vous donnez votre username, qui est le nom du owner du repository, et puis le GitHub token, qui est fourni par défaut par GitHub dans les secrets. Jusque-là, c'est vraiment du très simple. Ensuite, je vais utiliser une commande qui fait le build et le push. Donc là, vous donnez juste le contexte. Votre commande Docker build, elle a besoin d'un contexte. C'est le répertoire courant généralement, mais ça peut être un autre répertoire. Ici, ça va bien être mon répertoire courant. Je veux bien ensuite pusher l'image sur la registrie et je vais donner un nom à cette image. Je vais taguer l'image et ça va être la variable que j'ai définie un peu plus haut. Et c'est là où les choses vont devenir intéressantes, c'est que j'ai généré des rapports, des artefacts, mais ils sont dans mon image Docker. Ce qui va se passer, c'est qu'on va créer un conteneur Docker temporaire qui va démarrer, et je vais aller chercher les fichiers qui sont dans le conteneur, je vais les extraire à l'extérieur pour les récupérer, et je vais éteindre le conteneur. Ici, vous n'avez pas le détail, parce que j'utilise un GitHub Action qui est disponible sur le marketplace qui fait tout pour moi. Mais globalement, en 2 lignes, c'est fait. Vous faites un docker run, un docker extract et c'est fini. Il y a un docker remove pour supprimer le conteneur. Donc ici, je vais récupérer tous les artefacts que j'ai mis dans app artefact. C'est bien là que j'avais créé mes artefacts. Ça va du coup être ici. Ici, mon dossier courant, on ne le voit pas, mais c'est... Ah si, voilà. Mon dossier courant, c'est app, et je vais copier les artefacts de mon image source, mon image de build, vers app artefact. Et du coup, je vais pouvoir extraire tout ça, hop, ici, et je vais récupérer ça dans un répertoire qui va être défini dans une variable step extract output destination. Alors, pour utiliser les artefacts qui sont générés, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez tout simplement les mettre à disposition dans un zip, dans un download. Donc, c'est le push artefact. Je vais donner un nom à ce zip et il sera accessible directement ici sur GitHub. C'est ce que je fais au boulot la plupart du temps. L'autre solution, la deuxième solution, c'est d'utiliser la fonction GitHub Page ou GitLab Pages, qui permet de déployer un site web statique, donc quelques fichiers HTML directement hostés finalement par votre plateforme de CI.
Donc là, je vais utiliser pareil un autre GitHub Action qui va pousser mes fichiers artefacts sur cette branche. GH Pages, c'est une branche spéciale qui est utilisée sur GitHub pour déployer un site web statique. C'est ce qu'on fait la plupart du temps. Vous allez avoir votre branche main et votre branche GitHub Pages sur lequel vous allez déployer votre site web. Voilà, donc là, on peut regarder déjà ce que ça donne. Hop, je vais aller sur GitHub. Tac. Hop. Donc j'ai tout commité, vous avez tout à disposition. Et on va aller par exemple d'abord regarder ce qui s'est passé ici hop, dans le build. Donc on retrouve les différentes étapes, le checkout évidemment. Donc ça checkout le git, ça me configure le build. Je me connecte sur la registry, je build et je pousse l'image. Je vais vous montrer juste après où est l'image. Je fais un extract des artefacts à travers le conteneur Docker qui va être créé. Je pousse les artefacts, on va voir qu'ils sont téléchargeables. Et je pousse aussi les artefacts sur GitHub Pages. Alors là, on voit bien qu'il y a un artefact qui s'appelle rapport, qui fait un peu plus de 400 K. Et si je télécharge, tac, je vais le télécharger là. Hop, on va retrouver les différents fichiers et on retrouve mon code Vrej, mes différents rapports qui sont ici, mon index et le rapport HTML de couverture de code. Si vous voulez voir ce que ça donne, on va aller ici et j'ai publié les pages GitHub Pages ici. Voilà, ça c'est mon index et j'ai 3 boutons pour naviguer sur les différents rapports. Donc ça c'est le rapport qui a été généré par transformation XML. Et vous avez différentes informations sur votre code source. Donc là, on a quelques informations. Il me dit que le namespace ne correspond pas, par exemple, à la location du fichier. C'est vrai, déjà, j'ai pas mis de namespace, donc forcément, je vais avoir ces erreurs. Là, il y a un pattern match qui est pas bon. Voilà, j'ai quelques erreurs. Et ici, voilà, encore quelques erreurs. Ces erreurs-là sont un petit peu bizarres. Je pense que c'est dû au fait qu'on soit en .NET 6. Vous avez la duplication. Ici, aucune duplication. Il y a très peu de code, heureusement. Et ici, vous avez votre rapport de coverage. Donc là, il n'y a pas grand-chose. On voit que le programme n'est pas du tout testé, 0%. Par contre, l'IPIR est testé en partie. Donc, je n'ai pas testé cette fonction qui utilise un datetime. J'ai uniquement testé finalement celle-là. Et on voit que celle-là, elle a été testée plusieurs fois. Hein. Je suis passé 5 fois dans cette méthode et 12 fois dans cette méthode. Et vous pouvez même normalement avoir les branches. Voilà. Il y a 4 branches ici. Alors les branches qu'on retrouve ici d'ailleurs, Cyclomatic Complexity. Les branches, c'est les différentes possibilités au niveau du code que vous avez. Et en fait ici, il y a l'équivalent d'un if. Donc j'ai une première branche ici, vrai ou faux, ça m'en fait 2 possibilités. Et ici j'ai un ou avec un autre et. Si vous calculez au total, ça fait 4 possibilités. Au niveau du package, si je reviens sur mon compte, hop, package, voilà, ici je me retrouve avec un package qui est le nom de mon image. Je clique dessus et je vais avoir le détail. Donc pour l'installer, vous faites un docker pull et puis le repository, le nom de l'image, tout simplement. Et vous avez un petit peu le détail. Ça a été publié il y a 14 heures, donc là vraiment la vidéo est fraîche par rapport à ce que j'ai fait. Je vous invite à lire le code et à me faire des retours. Et je vais maintenant vous expliquer pourquoi j'utilise cette technique. Pourquoi je ne fais pas directement, finalement, pourquoi j'exécute pas directement les commandes .NET dans le CI et que je passe par l'intermédiaire d'un Dockerfile. Ça peut paraître compliqué pour certains. L'avantage, c'est d'avoir un fichier unique qui détaille toutes les étapes et que je vais pouvoir rejouer directement en local. Donc en local, j'ai Docker, je vais pouvoir refaire un Docker build et je suis sûr d'avoir le même résultat que sur le CI. Certains vont me dire, oui, mais tu peux faire ça en shell.
C'est vrai, sauf que on travaille sur différents environnements, du Mac, du Linux et du Windows. Pour Mac et Linux, généralement, on va faire du Bash. Pour Windows, on va généralement faire du PowerShell. Donc déjà, ça veut dire que vous devez faire deux fichiers différents. Un qui est utilisé sur Windows, un sur Linux. Il faut synchroniser les deux s'il y a des modifs. 100% du temps, on va oublier. Enfin, peut-être pas 100%, mais il y a une chance sur deux que vous oubliez. Vous pouvez aussi utiliser des outils comme Make, comme Fake, comme Cake, et j'en passe, qui vont vous permettre de faire du build scripté. Mais encore une fois, ça demande de rajouter un outil supplémentaire. Ajouter un outil supplémentaire, ça veut dire qu'il faut le maintenir dans le temps. Si vous faites du make sur Windows, c'est pas top. Si vous faites du fake, ça veut dire que les gens ils doivent connaître F# juste pour faire la compilation. Je suis pas, c'est pas des mauvais outils en soi, c'est des très bons outils au contraire, mais là l'idée c'est vraiment d'alléger le nombre d'outils que vous avez. Et je vais utiliser Docker puisque de toute façon vous allez avoir Docker au final. Autre point, c'est que on peut aussi réutiliser un petit peu ce Docker file pour faire un dev container. Donc le dev container, j'en ai peut-être parlé dans d'autres vidéos, mais c'est la possibilité d'avoir votre Visual Studio Code ou votre Visual Studio qui va se connecter à un conteneur Docker et vous allez développer directement dans votre conteneur. Alors, ok, super, ça sert à quoi? Encore une fois, ça sert à avoir le même état pendant le développement que à la phase finale où vous avez le même environnement pendant le développement, pendant le CI et à la publication. Ça vous permet de plus facilement débugger, ça vous permet de ne pas installer les outils en local sur votre machine. Si vous n'avez pas les droits d'admin et que vous avez juste Docker, bah, c'est vraiment génial parce que tout sera dans l'image, tout sera préinstallé, vous aurez la bonne version. Par exemple, si vous faites du Node.js, il y a quand même pas mal de versions de Node.js. Pour .NET, c'est pareil. Là, je suis en .NET 6. J'ai installé .NET 6 sur mon poste en local, mais j'étais pas obligé. J'aurais pu tout faire à travers Docker. Voilà, donc en conclusion, moi, c'est comme ça que je travaille au boulot. Il y a une autre solution dont je n'ai pas parlé ici qu'il faudrait présenter dans une autre vidéo, c'est le SonarQube. C'est un endroit où vous allez déposer vos rapports qui va aussi faire l'analyse de votre code, etc. Et surtout, il va avoir l'historique, donc l'évolution dans le temps de la qualité du code. Mais ça, je ferai peut-être une vidéo à part juste pour ce sujet-là. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et surtout n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, j'apprécie vraiment ça. Donc à très bientôt et si vous me laissez un commentaire, j'y répondrai. A plus.